Classiquement, je dis que je travaille sur des chouettes et que mon job, en fait, c'est de capturer des chouettes et les mesurer pour la recherche. Ok, merci. C'est bon là? Attention, Alex. Ouais, tu me dis quand tu vas. On a 400 nichoirs et à partir du mois de mars, on va aller les contrôler tous les mois. Et du moment qu'on a trouvé une ponte, on va aller suivre la nichée à des dates précises. Je crois que j'ai sorti les plus grands. La dernière fois, il y en avait 4. 4? Ouais. Bah, je crois que j'en ai 4. Hein. Non! C'est cadeau, hein. Merci, on a l'habitude. Yes, petite bénédiction. J'espère qu'on aura de la chance aujourd'hui. La population de chouettes, elle a commencé à diminuer il y a 30 ans environ, donc c'est là qu'Alexandre Roulin a commencé à poser des nichoirs artificiels. Le fait de suivre cette population, ça nous permet de connaître très bien la chouette effraie, comment elle s'adapte à son environnement, comment elle évolue. On a des études qui étudient le mouvement de la chouette, qui permettent de savoir où est-ce qu'elle va chasser, où est-ce qu'elle niche, la journée, quand elle n'est pas dans son nichoir. Et tout ce genre d'endroits, il faudrait au maximum qu'ils soient protégés. Et puis celui-là... 490. C'est un beau bébé. Elles sont magnifiques quand même, ces chouettes. Elles sont belles, elles sont majestueuses, elles sont toutes uniques. Il y en a qui sont quand même très attachantes. Je sais pas, ça m'importe quand même un petit peu le bien-être de ces petites chouettes. C'est pas comme mes enfants quand même, mais ouais, c'est presque un peu comme un animal de compagnie. On a envie qu'elles aillent toutes bien. Quand on va les peser, qu'il y en a qui sont plus légères que d'autres, on s'en inquiète un petit peu. La fois d'après, on espère qu'elles sont toujours là et qu'elles sont toujours vivantes. 09, 07, Dernier. 10. Ok. J'ai 44 points. Ok. 18. Toujours trouvé que c'était un animal assez glamour, beau à voir, mais sans être particulièrement attaché à la chouette. Et c'est seulement maintenant, depuis ces derniers mois où j'ai pas mal travaillé avec, en manipulant tous les jours, que je m'y attache petit à petit, de plus en plus. Alors, 38. Ils sont chauds aussi, les petits, même s'ils sont pas super beaux, ils ont quand même un petit charme. Et puis, c'est chaud à voir, donc ça rend pas mal de rêves. Puis c'est des belles histoires, je trouve, à raconter. Tu veux faire directement les mesures sur ce que tu avais ou bien Ouais, on fait directement sur celui-là. Ok. Parce que les autres, on s'en fout, on n'aura pas besoin. Ouais, ça marche. Ça m'a permis vraiment de réaliser ce qui se passe concrètement derrière. C'est toutes ces données qu'on a accumulées depuis 30 ans. On a juste une base de données énorme avec des données sur les parasites qu'ils ont, sur la façon qu'ils ont de se nettoyer, la taille de certains de becs. Et ça, je trouve super de pouvoir être en dehors et puis manipuler ces animaux. J'ai M049 936. C'est l'un des rares rapaces nocturnes qui peut cohabiter avec les infrastructures humaines. Et c'est ce qui me plaît justement, c'est ce panache. Le panache de l'espèce qui fait qu'elle arrive à vivre dans des milieux où beaucoup d'autres espèces en sont incapables. Et puis le fait que ce soit un oiseau magnifique, il faut se le dire aussi simplement. Ouh, j'ai failli me faire une cheville. Je finissais mon bachelor en France, à Montpellier. Je cherchais à avoir une expérience professionnelle à avoir avec cette espèce-là précisément. Et en m'intéressant un peu forcément à la bibliographie qu'on peut trouver, aux ouvrages qui ont déjà été faits, et bien justement je suis tombé sur ce nom, Alexandre Roulin, chercheur à l'université de Lausanne qui travaille à 100% sur l'effraie des clochers. Et puis sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas. On vient pour voir ce que Morgane fait. Attends, là, qu'est-ce qu'il a? Ça joue? Ouais. Tato? Ouais, coucou. Gris. T'as déjà vu ça, toi? Ouais. Il faut inculquer l'amour de la nature aux étudiants. C'est pas seulement des ordinateurs, des formules et tout ça. C'est pas d'étudier la biologie évolutive et Darwin s'il avait raison ou tort. C'est plutôt de conserver la nature.
Le faucon, il vient de se poser dans le nichoir. C'est les petits, il y a les petits faucons. Tiens, la chouette. Là, elles ont plus du duvet pour l'instant. Ouais. Après, elles en auraient plus de plumes. Non, c'est 800, ouais, De 800. belles petites plumes. Alexandre, Morgane, Quentin, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent toutes les chouettes. Aujourd'hui, ils sont venus juste pour mesurer les chouettes. Les bébés, c'est pour voir leur développement, toi, comment elles grandissent. Et tu sais comment on détermine le sexe des chouettes, les papas, mamans? Normalement, la femelle, le devant, le ventre, il est plus orange-brun et la mâle, il est plus blanc. Mais chez les bébés, Ah oui, on va encore. Je sais pas. on fait une prise de sang. Tu vois ce qu'il fait là? Il fait quoi? Il souffle sur les freins C'est pourquoi? pour, je sais pas, pour enlever le duvet. Il y en a, il y a des parasites. Ouais. Ah, des parasites c'est là. ce qui court sur l'aile. Tu sais jusqu'à combien de parasites ils ont des fois, ces chouettes? Chaque chouette? 500. 500 parasites. Ouais, ça arrive. Qui leur sucent le sang, t'imagines? Quand je vois mes étudiants, alors ils viennent en stage et ils viennent pour 3 semaines, mais ils restent un mois et demi. On va observer la nature, on leur montre la nature, on veut qu'ils soient amoureux. Je fais passer le message de l'amitié et également de l'intérêt pour l'animal. Ah ouais, lui, il a déjà ses plumes brunes et tout. Ouais, comme un adulte. Hein. Je peux la poser comme ça? Ah ouais, pose là-dessus, là. Elle dort. Et c'est ça la beauté dans ce groupe de chercheurs, c'est que tout le monde participe à travailler sur cette base de données, sur 35 ans de données, et à mettre un effort gigantesque, même si pour leur thèse, ils ne vont pas l'utiliser. Mais ils savent que c'est quelque chose qui nous dépasse tous, moi, tous, et quelque chose qui va se transmettre plus loin, et que finalement, que ce qui pour recevoir, faut donner. Et il n'y a même pas besoin de l'expliquer, parce que ça se transmet d'un étudiant à l'autre, sans contrainte. Les chouettes vivent dans les fermes et donc il a fallu convaincre, passer 100, 150 paysans, agriculteurs, de me permettre d'aller dans les granges et poser ces nichoirs. Les chouettes, ça m'étonnerait qu'on voie quelque chose parce que ça sort plutôt quand c'est sombre. Puis ils viennent toujours la nuit, là, les choper. Eric, c'est un des tout premiers chez qui j'ai posé un nichoir. Déjà ça, première chose. Donc il y a un lien un peu affectif. Si on voit un peu quelque chose voler par là-bas, mais... Sincèrement, tu te souviens que quand j'étais venu la première fois? Mais ça fait quand même un bon moment. Et 86, hein? 86? Ouais, 86. Ouais, tu vois. Ah, il vient Ah, puis aussi. là, attends, c'est quoi, là? T'as un nichoir? Ben, il a mis un nichoir C'est pour... quoi, moineau, bien? Non, Moineau, pour les quand même. cresserelles, mais elles vont plutôt ici que là-bas. Hein. Bon, pour nous, c'est des bons auxiliaires parce qu'avec les petits arbres derrière, là, le gros problème, c'est les Campagnols. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tout est lié, les oiseaux, les pommes, puis tout le commerce, parce qu'au fait, les oiseaux nous permettent d'éliminer un peu le maximum de ces campagnols. À l'époque, ils payaient des taupiers pour tuer les souris. Donc ils mettaient des pièges. Et nous, c'est ce qu'on a toujours dit aux paysans quand on voulait mettre un nichoir. C'était simple, notre argument. C'est le taupier bon marché, il va faire le boulot à la place du taupier. Donc, ok, bon, mets ton nichoir, c'est bon. Et donc, une famille de chouettes en une année, c'est une belle famille de chouettes, peut manger jusqu'à 6000 rongeurs en une année. Donc, c'est énorme. Ils font un boulot gigantesque. Et on peut utiliser ces chouettes au lieu de répandre du poison pour tuer les rongeurs. Voilà, Comme ça, si on veut regarder, il y avait celui-là là, qui était bon, qui avait quelqu'un qui a niché dedans, ouais. Bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a 40 ans, on venait pousser les oiseaux, puis... Ils sont toujours là. Puis que le gamin à 7 ans, il fait ses nichoirs. Ben non, il a grandi, ouais. J'ai essayé là-bas, mais pour la huppe faciale. Ah ouais, t'en as vu? Ouais, il y en a chaque année une qui passe au printemps. Elle fait que l'on passage. Alors voilà. Mais elle rend bien service. Il y a Mais du ma foi, voilà. avec les chouettes, et puis la journée avec les faucons. Puis les chats encore. Ouais. Mais il y a du potentiel en tout cas. Plus le renard.
Oui, donc oui, Alexandre Rollin de l'Université de Lausanne. Ok, donc une chouette est tombée, ouais. Puis vous n'arrivez pas à la choper là pour la remettre dans le nichoir? Non, vous avez trop de boulot. Ok, d'accord. Bon, écoutez, je vais téléphoner pour m'envoyer un petit message à mon équipe qui s'en occupe. Et puis j'espère qu'ils vont pouvoir le faire durant la journée. C'est bon. Ok. Il a la femelle. Il y a combien de petits, Quentin? Il y en a 6. Alex nous laisse être très autonome. Il a très foi en nous, il nous laisse faire ce qu'on veut. Enfin, il est quand même professeur à l'université, il a la tête d'un groupe. Et puis si tu vas lui parler dans la vie de tous les jours, il est nature, quoi. Il est vrai, il est facile d'accès. Et puis toutes les recherches d'Alexandre aussi qui sont quand même assez incroyables. La couleur, les points, on arrive à voir qu'il y a différents comportements en fonction des couleurs. Je trouve ça assez incroyable. C'est à l'endroit où il faut mesurer? Ouais, justement. T'es sûr c'est l'endroit où il faut mesurer? Bah ouais. C'est bizarre, t'as noté qu'elle est pas... Mais t'es sûr pour tes 2 de 12 ou... Bah franchement, ouais, ici, il y a quand même... Ok. 347.4. Ok. Un blanc, un noir, pas de droite. Rien, pas de droite. Rien au belly. Voilà, glissé. Je la glisse dedans là, hein? Ok. Vas-y. Il y a les torcoles dans le rétre. Ok. Alors, go. Go. Je viens d'un milieu plutôt, je dirais, à la base ouvrier. J'ai pas un grand-papa médecin, chirurgien, je sais pas quoi. Il était boucher. Et donc, ça a paru logique de faire un apprentissage. Et quand on fait un apprentissage, on a beaucoup de temps. On n'est pas en train d'étudier jour et nuit. Et donc, tout ce temps, pendant 4-5 ans, je l'ai dédié aux oiseaux avec mes copains. Donc, ils m'ont pris un peu sous l'oreille. Le bâton, c'est bien. Ouais, la faute. Et comme il ne pouvait pas aller dans l'histoire... Il y avait Gilbert Rochat, qui ont bagué tous les oiseaux qu'on trouvait, en gros. C'est bon, c'est bon. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, hein, les gars. Ouais, c'est beau. Ah, c'est beau, hein? T'as toujours la même maison. J'ai jamais oublié que je viens de ce monde amateur. C'est important qu'on ait ces deux aspects du monde académique et le monde des bénévoles, des amateurs. C'est peut-être pour ça qu'ils disent que mes étudiants, que je suis un peu différent, parce que la base de ce que j'ai vient de ces années amateurs avec mes copains. Il y en a que 2? Bon, 2, c'est peu, hein? Ouais, c'est peu cette année. Cette année, il y en a quoi? 5, 6, des fois 7, hein? Ouais. Le faucon casserelle, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, toi, mais en tout cas, Gilbert s'en souvient, il y en avait très, très peu, hein? Les ornithologues avaient peur qu'ils disparaissent, pas disparaître, mais qu'ils deviennent vraiment très rares. Et on a commencé à poser des nichoirs avec Gilbert, et puis, waouh, ça a repris alors d'enfer. Et ce qui est incroyable, c'est que plus on en pose, plus il y en a. Ouais, donc ça fait combien d'années que tu les as chez toi? Il a dit 2008. 2008? Ouais. OK. Puis c'est la chose à faire. Puis donc elles sont baguées. Ah ouais, ben, l'adulte est bagué, hein, d'ailleurs, on a vu. Ouais, hein. Elles reviennent, il y en a toujours, il y en a 2 couples là. Je ne sais pas si elles ont fait de l'autre côté. Ouais. Il y a Ah oui, il y a une un mâle côté, qui s'occupe de dames. Donc, Jacques, baquer les oiseaux dans les années, quoi, t'as dit? 65. 65. Ah ouais, bon,
Moi, je baguais pas, c'était... Ouais, non, mais tu faisais de l'ornithologie déjà en 1965, dans la plaine de la Broye, entre Lucin et Villeneuve. Incroyable. Alors, on bague. Bon, moi, je bague à la patte gauche, mais chacun fait comme il veut. Ouais, je sais pas, je vais causer comme ça. On essaie de mettre, comme d'hab, quoi, le numéro. Là, ils ont quel âge? Là, ils ont 3 semaines. 3 semaines. Et il reste encore une semaine au lit. Ouais, une semaine, 10 jours, ça dépend. Quoi. Ils sont calmes, hein, je trouve. Ouais. Tu les as calmés, quoi. Avec les gros sur le perchoir. Ouais. Ben, je demande ce qui se passe, quoi. Elle a la queue assez grise, quand même. Ouais, ou un jeune mâle. Ouais, bon. Et il y en a encore 4. Arrête. Voilà. Bonne chance. Ciao, ciao. Ouais. D'accord. Tout le téloche. Tu le vois, ben? Non, j'ai pas vu. Je suis bicle. Attends. Donc là, on était venu en... C'était quoi, en 86, non? Hein? 86? Ouais, je pense. Et la grand-mère, là? Ouais. Regarde. Oh, elle voit juste guigner. Ah ouais, joli. Ah, puis il s'est tiré, là. Ouais, d'accord. Bon, les casserelles, ils mangent surtout des campagnols. Lézard aussi. Alors, ici, ouais, il est assez spécialisé lézard. Hey, Gibus, t'as vu le tas de cormorans, là? Ouais. Qui déboule, là? T'as vu le nombre qu'il y en a? Aïe. Ah, le pêcheur de cuir, il va pas être content. Non. Alors, Robin, c'est un superbe personnage. C'est un de mes anciens postdocs. Puis aussi, je suis fier de lui. Bon, non seulement ses études qui ont été géniales, hein, ça c'est clair, mais au-delà de ça, la plus grande fierté, je pense, c'est qu'il a développé un amour pour la nature à l'université. Et Robin a su rapidement, par ses compétences humaines, de se faire des copains un peu partout. Et il a obtenu directement un super poste à la station ornithologique suisse de Sempach, la Vogelwarte, qui est un institut de recherche et de protection. Tu as fait l'intervention pour les faucons. Exactement. Voilà. Ouais. Et puis, parce que d'habitude, ils nichent dans les meurtrières, là, dans les trous, là. Hein. Ouais, c'est ça. Et Ouais. en fait, le problème, c'est que dans les cavités, dans les meurtrières où ils nichaient normalement, il y a eu ces travaux. Du coup, on a dû installer ce nichoir-là. Oh là là. Et c'était pas si simple, en fait, parce que toutes les cavités ont été fermées contre les pigeons, à la base. D'où le grillage, là? D'où le grillage, en fait. C'est pour ça qu'il y a ces grillages. Ouais. Et ça a un effet collatéral sur d'autres espèces. Donc le faucon allait à l'intérieur là-bas. Exactement. Donc vous avez mis le nichoir. Elles vont là-dedans maintenant? Maintenant, ils sont là-dedans, ouais. En fait, c'est une initiative qui est venue du musée d'Yverdon. Et ils ont dû faire les nichoirs sur mesure, tout le machin. Et nous, on a aidé finalement à être partie prenante dans le projet pour donner aussi, comme il y a le suivi national.
Alors, on va essayer de rapatrier ces gaillards. Moineau, alias Jacques-Jean Monod. Il a une quinzaine d'années de plus que moi. Il était instituteur à Payerne, mon village. Je le connais depuis que j'ai 12 ans, peut-être. Moineau fait partie de gens qui sont passionnés par la nature, qui amènent un message et qui montrent surtout aux gens. Bonjour. Alors, je vous présente Jacques. On a parlé tout à l'heure, qui est spécialiste des faucons cresserelles. Venez vers moi, venez, parce que comme ça, tout le monde peut rentrer. Venez là, mettez ici. Alors, on va prendre le plus grand de la bande, peut-être celui-ci. Voilà. Alors voilà, vous voyez qu'ils ne viennent pas de me griffer, hein. C'est pas des petits chats, c'est des rapaces, vous voyez. Vous pouvez venir tout assez près de moi, hein. Je vais le tenir bien, de manière à ce qu'il vous fasse pas de mal. Le tour de l'œil, il est dénué de plumes, là. On appelle ça la cire. Et ça permet aux oiseaux de dégager tout le tour de leur vue, en fait, hein. Dans les narines, ils ont un tout petit organe. Parce que quand ils volent et qu'ils descendent au piquet, ben, ils volent à peu près à 200 à l'heure. Alors, vous imaginez, respirer à 200 à l'heure, on n'arrive pas. Alors, ce petit organe, il provoque des turbulences, puis ça leur permet de respirer même au piquet. C'est vraiment des particularités des faucons. Vous voyez les coussinets râpeux qu'il a dans les pattes, là? Vous voyez, ces espèces de... On dirait des tout petits coussins avec des petites pointes, comme ça. Et ça permet à l'oiseau de bien saisir ses proies. Regarde maman. Ah ouais, ben il essaye de te prendre un doigt, hein. Ça, c'est clair, il va pas te manquer, là. Voilà. Les parents, du coup, sont où là? Oui, ils sont en train de chercher des... Au départ, j'étais avec mes potes, Gilbert, Moineau notamment. Et puis, on baguait tous les oiseaux qu'on trouvait, en gros. Donc, avec une fascination pour les rapaces. Donc, je bague tous ces oiseaux, de la chouette chevêchette, une petite chouette comme ça grande, à l'aigle royal dans les montagnes, et les chouettes. Alors, à l'époque, j'étais pas particulièrement passionné par la chouette. Je préférais l'autour des palombes, qui était plus noble, plus puissant. Mais par contre, je me suis rendu compte que d'un point de vue scientifique, elle était, à mes yeux, plus intéressante. T'as la femelle ou pas? Non. Et les petits sont minuscules, donc c'est peut-être la femelle qui s'est envolée. C'est le A ou le B? Le B. On m'interroge parfois si le fait d'étudier ces chouettes ne les dérange pas trop. La station ornithologique suisse de Semper, qui a un œil sur toute la Suisse, nous le dit, la population qu'on étudie est celle qui se porte le mieux. Donc non, ça n'a pas un effet négatif. Bien au contraire, c'est que même mes étudiants qui sont là pour avoir un doctorat, pour avoir un titre, pour pouvoir progresser dans leur vie professionnelle, ils passent quand même du temps à poser des nichoirs, même si ça leur sert à rien de faire ça pour leur doctorat. 38. Tu peux me donner pour le LB, s'il te plaît? LB, c'est 16. Mais ils sont convaincus qu'il faut également participer à un effort de protection. Donc on pose encore des nichoirs, pas pour les étudier plus, mais pour les protéger. Attends, que je coupe pas la mauvaise patte. T'as même filé l'autre. S'il te plaît. Nice, merci. Oh, crevette, il fait 51 grammes, virgule 1.
Franchement, je pense que la première pensée que j'ai eue, c'est qu'il n'allait pas survivre déjà par la suite. Donc forcément, ça attriste un petit peu parce qu'on fait quand même des mesures dessus, on le manipule, on le touche. Et on a envie de... un peu de l'aider en quelque sorte, alors que ça reste un animal sauvage. Donc on va pas pouvoir le recueillir et faire quoi que ce soit avec. Mais on voit qu'il n'est pas en forme et puis que... Ouais, effectivement, il y a une partie où... Tu m'as eu avec ta question. Là, il y a une partie où, voilà, on a un petit peu de peine pour eux des fois, et puis des fois, il y a des nichés quand même de 8-9 individus, donc forcément, dans le tas, les parents ne peuvent pas tous les nourrir, et puis certains ont moins de chance que d'autres, et c'est peut-être souvent les derniers de la bande, et derrière, voilà, ils vont pas pouvoir forcément se nourrir eux-mêmes, et puis donc on a un peu de peine pour eux. Un noir pas de droite. Un noir aussi pas de droite. Fertile celui-là. Ah mais oui, mais c'est... Après, effectivement, quand on reprend du recul, on se dit c'est quand même génial, quoi. Ça fait 30 ans qu'il y a une sorte de nichoirs qui sont mis en place pour ces animaux, puis on voit que les chiffres quand même grandissent, vont vers le haut, donc c'est des bonnes nouvelles. Oui, tu sais. Hop. Coupé. Vas-y, t'as touché un little parasite. C'est tout bon. Ok. Et on a tout fait? Je crois. Pour avoir toutes les informations sur notre famille, on doit venir de nuit parce que généralement le mâle il reste pas dans le nichoir et il vient juste la nuit nourrir les petits. Donc nous ce qu'on va faire, on va poser un piège automatique qui consiste en fait à avoir une bascule qui retient une porte et du moment que notre chouette rentre dans le nichoir, elle actionne la bascule et fait tomber la porte. Ce qui fait qu'en fait à ce moment-là, quand on entend le clac de la porte, pour nous c'est bonheur. Et ça veut dire que notre nuit elle est finie parce que les mâles ils peuvent venir à 22h30, ils peuvent venir à 1h du matin, le temps de faire les mesures après, la nuit est toujours plus ou moins longue. Les chats quelle heure, on les laisse en place ou je peux la ramener? Comment? Les chats quelle heure, on les laisse Non, pour ce laisse-la soir en place. Ok, Si ça gêne, ils la bougeront, mais comme on revient ce soir. ça marche. C'est un tout autre monde qui s'éveille au milieu de la nuit. On est toujours à l'affût du moindre bruit et du moindre mouvement, mais on est tellement limité par nos capacités comparées à justement l'effraie qu'on ne se rend parfois même pas compte de ce qui peut se passer et qu'en fait ça fait un moment qu'on est observé, voire même écouté. Donc forcément en fait on se sent vraiment tout petit. Il est en train de repartir. Il va aller chasser. Le fait que cette espèce ait un vol complètement silencieux, c'est ce qui la rend encore plus mystérieuse. Justement, on a l'impression de croiser un fantôme qui est complètement inaudible à l'oreille humaine, alors qu'elle passe vraiment à hauteur d'humain, quoi. C'est ça qui la rend magique, unique. Je fais pas mal de photographie animalière et je me rappellerai, je pense, un bon moment encore de ce soir où le mâle venait justement nourrir les jeunes et en fait il m'a surpris presque un quart d'heure avant. Il est resté là, je pense, une dizaine de minutes. Et je me rappellerai toujours, je pense, de ce regard justement à travers mon objectif de deux grosses billes noires qui fixent justement ce lentille. J'ai vécu tellement de choses diverses et variées avec ces chouettes, avec le monde paysan. Et donc maintenant, mon but est de synthétiser tout ce savoir, non seulement pour mes confrères académiques, mais également pour n'importe qui dans la société. Alban, ciao. Ciao, ça va?
C'est aussi d'essayer de faire en sorte que tout cet investissement, cette débauche d'énergie, ça ne soit pas totalement perdu, disons. Et c'est ce que j'appelle la postérité. Si on se souvient d'un tout petit truc, c'est déjà magnifique, quoi. Bah, prenez place. Vous avez l'habitude maintenant. Wow, t'as fait les croquis là, enfin les tirés sur papier là. J'ai tiré sur papier ton livre des chouettes, là. Ouais. Enfin pas entier évidemment. Ouais. Wow, magnifique comme ça. Ça pourrait être la couverture, hein, on pense. Tout à fait, ouais. Ouais, ça, c'est les chromosomes aussi. Hein. Ouais, je m'amuse toujours à mettre des petits détails. Les chromosomes des humains et des chouettes les uns à côté des autres avec les deux mères, hein, les deux mamans. Donc en fait, c'est un livre qui fait le contraste entre la chouette et l'humain. Ouais. Et donc le but du livre, c'est que les gens protègent la nature. Il faut qu'il y ait une connexion entre les gens et la nature. C'est simple, j'aime écrire. Qu'est-ce que je vous dise? J'aime écrire. Donc il faut bien que je trouve des combines pour écrire. Et des articles scientifiques, j'ai fait ça toute ma vie, je sais pas combien d'articles, c'est bon. Et mes étudiants le font. Mais là, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus synthétique, plus large, plus interdisciplinaire. Et puis, je sais pas si Christine, tu voulais celui-là. Ouais, ce dessin, ça réunit bien psychologie et biologie et les angoisses que les gens ont avec les chouettes et les croyances négatives et néfastes des chouettes, c'est super. Moi, j'aime bien celui avec la lune. La chasse, l'attaque. Tu m'as expliqué qu'elle était en fait comme hypnotisée par le reflet des ailes blanches qu'il affiche sur place. De la lumière de la lune qui se projette sur le plumage de la chouette. Et c'est un petit peu comme si tu mettais une lampe torche dans les yeux de la souris. Ouais. Elle reste immobile assez longtemps, 15-20 secondes. Et ça donne amplement le temps à la chouette de la capturer. Wow. Donc c'est le seul oiseau nocturne qui a trouvé cette combine. Et on voit que j'ai plus l'habitude de porter l'échelle. Hein. Il est où ce machin? Gibus, je te passe l'échelle? Ouais. Laisse faire, prenez le truc. C'est bon? Ça tient? Des fois aussi, ils sont gros, mais ils tombent dans le filet, quoi. Ouais. Alors... Tes torcoles, là, ils sont chaque année, là, dans ce nichoir, là? Ouais, ils ont commencé l'année passée. Elle est là-dedans, là? Ouais. C'est toi qui l'as posé ou bien c'est la proprio, là? Ouais, c'est moi. C'est toi? Enfin, c'est le groupe. Ouais. Ce nichoir a été fait à Vittesville pour les... Ah, c'est beau. Vittesville. Ou Bellechasse, je sais pas quoi, les prisonniers, là. OK. À combien? Ouais, alors, il y en a 4. Donc ça, c'est une petite nichée, là? Ouais. C'est jusqu'à quoi? 8-9, non? On a eu à 11. 11? Ils ont déjà des grandes pattes. La tronche qu'ils ont. Ça ont. commence à avoir des plumes. Donc là, il y en avait quasi plus. Et puis là, j'ai bagué presque 200 jours. 200? Il y a 2 ans en arrière. Ouais, ça pond aussi chaque jour en œuf. Et puis des fois, il y a une différence d'âge, hein, là. Le dernier, des fois, là, déjà commence à couver. Elle commence à couver avant que le dernier œuf soit pondu. Ouais. Mais là, celui-là, c'est parce qu'il est clair. Ouais. Ouais, t'essaies de mettre le doigt. Bon. Peut-être que c'est l'outil de course, ça. Ouais, j'ai pas la bonne. Ouais, elles vont dur, hein, fais gaffe. Ouais, pas que je lui.
Juste auparavant, mon esprit était libre, je dirais, surtout parce qu'il y avait pas mal d'oiseaux qui chantaient. On entend ici le Puyo Veloz, il y a le merle noir qui chante encore. C'est le 15 juin environ, 12. Bon, ça c'est tard en saison, hein. Le mois de juillet arrive bientôt, la fauvette à tête noire là. Donc c'est la fin de la saison, mais il y a toujours un peu cette magie et c'est magnifique. Alors si on disait la nostalgie, non, je dirais plutôt presque une sorte de tristesse parce que plein d'espèces ont diminué. Et donc c'est vrai que ça nous fait souvent un petit peu mal, quelque part, de se dire tiens, le verdier on le voit moins qu'avant. Et on demande aux amis, t'as remarqué que celui-là on le voit moins? Et ouais, on le voit moins. Et d'autres on voit plus, parce qu'évidemment il y a des gagnants et des perdants. Le truc c'est qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Alors les gens diront, bon, il est un petit peu dans les nuages et tous ces petits oiseaux. Mais l'histoire, c'est que de voir ces oiseaux, de les connaître, c'est le paysage qui va avec. C'est la beauté de notre environnement. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est pas seulement 3 oiseaux, je ne sais quoi. Non, c'est un tout. Et ce qui nous fait peur, c'est de s'imaginer comment ce sera dans 100 ans ou dans 50 ans. Mais je veux être optimiste. Parce que si on n'est pas optimiste, on met la clé sous le paillasson et on arrête tout. Et c'est pas une solution. En 30 ans, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, à l'époque, on devait aller demander pour poser des nichoirs. Et maintenant, les gens nous téléphonent pour les poser un nichoir chez eux. Voilà. Donc, c'est un petit peu, tout est là, tout est dit simplement.